Salut mes pirates, c'est qui? C'est le Capitaine Crochet. Bon, pour une nouvelle vidéo avec mon acolyte de toujours, Pirate Mouche, a.k.a. Pirate Clément. Comment ça va, Clément? Eh bien, écoute, ça va super. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Pour une émission plus que spéciale, hein. Celle-là, elle va rester dans l'histoire, évidemment. Alors bon, on vous indique toujours que si tu veux être swagué comme un pirate, le lien du magasin est en description. Mais Ouais. on voulait faire une vidéo portrait de carrière, évidemment, mais on avait envie aussi de s'amuser. Et pas que s'amuser, mais aussi vraiment débattre au box vis-à-vis d'un sujet qui pourrait, à première vue, paraître surfait, mais qui n'est pas tant que cela. Et puis aussi, sur un personnage, vous l'avez compris, Polymaniagy, qui est un des noms un peu polémiques maintenant dans la liste des noms polémiques qu'il peut avoir dans la boxe. Il en fait finalement partie, notamment ces dernières années. Et donc, c'est intéressant, Clément, de revenir sur des parcours de personnages des parcours qui se sont fait oublier, de personnages polémiques. C'est ce que j'avais voulu faire là, il y a plus d'un an, tu sais, avec notre ami Flo d'Overhand, avec cette vidéo. On était revenu précisément sur la carrière de Hey B, Adrian Bronner, et je pense que cette vidéo avait marqué les esprits Ouais. et il y avait eu un intérêt. Et tous les chemins mènent à Rome, j'ai envie de te dire, car bon, on va sûrement reparler du bon vieux AB. Mais effectivement, voilà. effectivement. Et donc, on est un peu dans ce même état d'esprit. Et on voulait donc parler de ce personnage truculent s'il en est. Et franchement, l'aimer ou pas l'aimer n'est même plus la question. Mais c'est un personnage à part. C'est Polymaniagy. Alors, avec Poly, ce qui va être bien, c'est que rien que le titre de cette vidéo, alors que j'ai le chat qui fout le bordel juste derrière, on commence un enregistrement, le chat a décidé de faire le bordel. C'est quoi ça, hein? Le chat, il est en mode Polly. Oui, il est en mode Poly. Et tu sais, il est en mode Friends aussi. Tu pues le chat. Donc, Polymaniagy, qui a été un nom, qui a une carrière, et j'ai envie qu'on y vienne précisément. Et puis surtout, c'est un cas atypique, parce que dès le titre de notre vidéo, on peut déconner. Je ne sais pas comment on va précisément appeler ce titre de vidéo. J'ai mes corsaires qui me disaient allez, appelle-le Poly, le roi du chaos. C'est pour déconner. Mais rien que le titre, on peut déconner, parce que effectivement, Polymaniagy, c'est quand même une carrière sans un élément qui est normalement un élément central en sport de combat, même pas en boxe, en sport de combat, c'est le punch. Ouais. Et comment faire une carrière complètement sans punch. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Puis avec aussi Poly, Clément, ce qui est bien, c'est qu'on va aller dans le mauvais goût. On va aller dans le mauvais goût parce que Poly et ses goûts vestimentaires, ses looks, c'est quelque chose de génial. On va pouvoir se lâcher. Alors, surtout ses goûts capillaires, hein, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, tu sais. Et donc, tu connais ma question habituelle. Polymaniagy, toi, il t'apparaît comment? Ben écoute, il m'apparaît tout simplement, en fait, au moment où je me penche un peu plus sur la carrière de Miguel Cotto. Et je croise en fait la route de Poly lors de ce combat contre Miguel Cotto, qui commence à dater maintenant. De quelle année ça, c'est à l'époque où... 2006, on va en reparler. 2006, voilà, tout à fait. C'est comme ça qu'il m'apparaît. Du coup, je me dis, putain, intéressant quand même et tout. Et en plus, les choses, en fait, comment te dire, quand je dis que tous les chemins mènent à Rome, c'était à la période où en fait il y allait avoir le combat contre Adrian Bronner, justement, en fait. D'accord. Donc, je suis passé du coq à l'âne, complètement. C'était incroyable. Ouais. Mais donc Polymaniagy, c'est-à-dire, alors je sais pas si en France c'était connu, mais Jersey Shore, c'était connu en France? C'est connu. Moi, je connaissais surtout par South Park, tu sais, parce qu'ils ont déconné dessus. Parce qu'il aurait pu être dans le casting de Jersey Shore. Hein. Il était fait pour. Hein. Malheureusement, il a fait de la boxe avant. Mais Polymaniagy, c'est quand même une très longue carrière. Il faudrait quand même le redire, c'est une très longue carrière. Ça commence en 2001, sa carrière professionnelle. Et aussi, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Polymaniagy, c'est un nom dans le
dans le microcosme, le grand microcosme de la boxe new-yorkaise. C'est un petit jeune qui fait vraiment tous ces tournois, notamment les Golden Gloves, tout ça, qui est connu. Voilà. Et donc arrive ce surnom Magic Man. Et c'est aussi un revival. Polymaniagis, c'est pourquoi ça va quand même vachement marcher, c'est un revival de la culture italo-américaine dans la boxe, qui est complètement perdue. Les grandes années sont passées depuis bien longtemps. Mais ce nom, voilà, l'Italien de Brooklyn, boxeur, dirigé par un autre Italo-américain, Lou DiBella, il y a une sorte de revival aussi, et il représente ça pour ce boxeur new-yorkais. Mais ce début de carrière, je vous parle de 2001, en fait, Paulier, c'est aussi presque dès le départ des combats qui vont être diffusés en télévision. Donc il va quand même avoir tout de suite une renommée, ou sur ESPN, sur les Friday Night Fight. Voilà, je te mets une photo. Là, on est vraiment sur des Friday Night Fight de 2001 à 2004, 2005 même encore. Beaucoup de ces premiers combats vont arriver. Et ce qu'on peut dire, c'est que d'une part, c'est un 140 livres, un super léger naturel. Il fera la plupart de sa carrière là-dessus. Il montera en catégorie vers la fin de sa carrière, évidemment. Et ça boxe extrêmement bien. C'est vrai. Alors, par rapport à quel niveau? Voilà, on est sur du niveau régional. Tu vois, régional américain, quand même de qualité, mais voilà, mais ça boxe bien. Ça boxe très bien. Et tout est sur le coup d'œil et aussi une bonne, tu sais, une bonne dynamique. Une bonne dynamique, effectivement, tu as raison, une bonne dynamique qui fait qu'il peut se permettre d'avoir le bras avant baissé et d'être comme ça. Donc, ça boxe. Et c'est définitivement le prototype du jeune boxeur. Vas-y. C'est ça. Moi, je trouve personnellement que, tu sais, souvent, il y a des gens qui ont un a priori sur Maniliagi, justement, en disant que c'est un boxeur quand même vachement aérien, mais pas tant que ça au final. Il est très souvent sur ses appuis. Et en fait, c'est dans la gestion en fait, de son énergie, de sa dynamique, en fait, qui lui donne vraiment ce côté souple, je trouve. Vraiment très, très souple. Une grosse confiance dans son jab qui slappe très, très bien. Hein, ça gênera vraiment une majorité de ses adversaires. Un très bon jab qui slappe. Voilà, c'est presque, on est dans le jab, le slapper basique, si je puis dire. Effectivement, ça tourne pas comme un Rigondeaux ou un Lara, on est bien d'accord, mais confiance dans son coup d'œil, et ça cherche en fait le counter-punch aussi, beaucoup. Puis ça cherche aussi à fatiguer son adversaire, parce que une chose est sûre, et d'ailleurs, c'est vécu, pas tout de suite, mais c'est quand même vécu comme un énorme problème, c'est qu'il n'y a pas de punch. Donc, il faut user les adversaires. Donc, il n'y a rien qui peut se passer dans les premiers rounds. Donc, il faut le bouger, l'adversaire. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il s'énerve, et il faut qu'il brûle l'essence dans le gaz, dans le tank, comme on dit. Et c'est vraiment ça, la boxe de Polymaniagis, mais c'est une boxe, finalement, dans ce registre très spécial dont on vous dit, c'est une boxe limpide. C'est une boxe limpide. Et donc, il se fait un nom. C'est vraiment, Polymaniagis, c'est un nom des soirées Friday Night Fight d'ESPN, commenté notamment à l'époque par Teddy Atlas. Est-ce que tout ce qui est pré-2006, tu as jeté un coup d'œil ou pas? J'ai rapidement jeté un coup d'œil parce que il y a quand même énormément de combats et il n'y a pas tout qui est trouvable, mine de rien, sur Internet dans les combats de Poly. Alors qu'il y a quand même de ces pépites qui auraient mérité d'être disponibles gratuitement, en fait. Ouais. Voilà, donc... mais j'ai pu... dès le début, tu vois clairement que sa boxe est... Comment on appelle ça? Du peu que j'ai vu, il est directement dans une boxe qui va pouvoir faire évoluer tout le long de sa carrière jusqu'à la fin, en fait, tout simplement. Ouais, voilà. Tout à fait. Alors, va arriver... si je ne me trompe pas, va arriver le grand moment de Polymaniagis. Alors vous comprenez que c'est intéressant,
C'est assez flashy à l'époque. Et ces accoutrements vont renforcer cette image. C'est très flashy sur le ring. Ça punch peu, même si en fait la majorité de ces KO vont arriver en début de carrière. Ouais, en début de carrière. Donc ça veut dire qu'il va faire une majorité là, en termes de temporalité, il va faire plus qu'une majorité de carrière en mettant 0 KO. C'est génial, c'est génial, c'est exceptionnel. Et va arriver ce grand moment, ce moment qui va changer en fait la vie de Paulie Malignaggi. Et c'est un moment difficile, mais c'est un moment énorme, assez énorme. C'est ce combat, Cotto contre Malignaggi. Et regardez bien ce combat, ou plutôt cette affiche, excusez-moi. C'est Cotto en grand, Malignaggi en petit. Malignaggi, ok, il s'est fait un nom du côté de New York, ok, il s'est fait un nom sur ESPN, ok. Mais le A-side ce soir-là, c'est Miguel Cotto, qui a déjà il y a déjà un engouement sur Miguel Cotto énorme. Ça fait partie des premières, c'est pas la première, mais ça fait partie depuis 2 ans, Miguel Cotto arrive aux États-Unis. Que ça soit notamment Atlantic City. Mais là, c'est le grand moment de Miguel Cotto au Madison Square Garden. Alors, si vous avez déjà suivi la discussion Hall of Fame Miguel Cotto que j'avais fait avec Antoine il y a quelques temps de cela, vous savez que les démographiques sont vraiment à comprendre, et tu le sais, Clément, portoricain contre italo-américain à New York, de Brooklyn, et que ça se passe à New York, c'est une garantie de remplir le Madison Square Garden, et c'est une garantie de mettre que New York s'intéresse à fond à cette soirée. À fond cette soirée. Il y a une ambiance. Vas-y, Clément. Tout à fait, en ayant revu le combat et tout, il y a une ambiance qui est électrique dès le début du combat. Tu sens qu'il y a toute une tension, qu'il y a vraiment eu un engouement pour ce combat qui était quand même une très très belle affiche pour l'époque, mais on va parler plus en détail du combat juste après. Je pense que tu voulais rajouter quelque chose dessus, peut-être. On va s'attarder sur ce combat parce que c'est un combat qui est fait, mais c'est qui est fait pour toujours plus faire monter la sauce de Cotto. Ouais, et en plus, le milieu, même si peut-être le fan ordinaire ne s'en rend pas compte, mais le milieu sait très bien que Malignaggi ne peut pas poser de problème à Cotto. Tu vois, en théorie, c'est plutôt safe. Et Malignaggi, on se dit ça va être un B-side, et puis il sera déjà bien content de vivre cette grande aventure qu'est cette soirée. Et en fait, pour moi, c'est l'histoire d'un B-side qui ne se résigne pas à gentiment et poliment, si je puis dire, perdre. C'est un peu ça l'histoire. Puisqu'en fait, le combat Cotto va être dominant dès le début, et dès ce deuxième round, il y a quelque chose qui normalement aurait dû arrêter le combat. Je vais mettre... Voilà, ça c'est une photo du combat. Vous voyez, Paulie, avec son look encore hallucinant. Très flashy. Mais regardez ce qui se passe. Deuxième round, il se fait péter la mâchoire. Ouais. Il se fait péter la mâchoire. Mais bien comme il faut. Et c'est à la fois sanglant parce qu'il est aussi un peu coupé. Il pisse, sa bouche est remplie de sang. C'est extrêmement visible que la mâchoire est pétée parce que il a une tête de hamster directement. C'est ça. Et là, se passe quelque chose qu'on ne pourra jamais enlever à Paulie Malignaggi. C'est que il avait toute occasion. Parce que deuxième round jusqu'au 12e, jusqu'au 12e, tu as beaucoup plus que ça d'occasion d'abandonner. Il n'abandonne pas et il va essayer de faire tout ce qu'il peut. Tout ce qu'il peut. Il va continuer à boxer malgré tout. Et je trouve ça merveilleux. Et tout le monde, ça va être unanime. Souvenez-vous, en 2006, ceux qui suivaient déjà bien la boxe en 2006, le discours est unanime. Il a été d'un courage hallucinant face à ce prédateur qu'est Cotto. Vas-y. Exactement. Déjà, il y a plusieurs choses à rappeler sur ce combat. Il y a quand même quelques circonstances qui ont joué en la faveur de Malignaggi, justement. C'est en fait tout simplement Cotto a eu beaucoup de mal à faire le poids.
Il a énormément de poids à faire le poids. Donc, on est encore en super léger. Hein. On n'est pas chez Walter pour Cotto. On est encore en super léger. Donc, il a beaucoup de mal à faire le poids. Larry Merchant le rappelle lors du combat. C'est frais dans mes souvenirs. Je l'ai maté cette semaine. Je l'ai rematé cette semaine. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, Cotto démarre très très fort dans ce combat. Comme tu dis, à le knockdown lors du deuxième round, normalement, ça aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'en fait, Cotto, à cause de cette difficulté à faire le poids, tu sens qu'il n'est pas non plus à 100% de ses capacités. Et à partir du 5e, 6e round, il ralentit. Il ralentit la cadence et en fait, c'est ce qui permet à Malignaggi d'avoir en fait ces moments dans ce combat. Il a, grâce à son jab justement qui marche très très bien justement, qui lui permet en fait de tenir à distance Cotto. Il y a même, et moi-même, ce qui me fait halluciner, c'est qu'on dit que Malignaggi n'a pas de punch, mais il y a quelques coups quand même qui font douter Cotto sur le moment, en fait, et qui ne le blessent pas concrètement, mais qui le font réfléchir, qui le fait douter et qui lui, comment dire, il réfléchit à 2 fois avant de re-attaquer Malignaggi, justement. Et moi, ce qui me fait halluciner, c'est que non seulement il a la mâchoire pétée, mais en plus, bon, il semblait avoir l'arcade sourcilière coupée, mais en plus, j'ai appris qu'il avait une fracture orbitale. En plus. On en parle souvent ces dernières années, on a parlé beaucoup des fractures orbitales. Ah non, c'est d'un courage exemplaire et je pense que il sait que de toute façon la partie est finie. Hein. Il sait qu'on n'est plus dans une question de gagner le combat. Ouais. Mais c'est finalement un point d'honneur et on découvre par là même, pour le grand public, ce Paulie Malignaggi elaborate, qui est très éloquent. Alors, bon, avec la mâchoire pétée, pas sur le moment, mais après coup, quand il repart, toutes les vidéos et discours que vous pouvez trouver de Paulie Malignaggi sur ce combat sont excellentes à regarder. Et c'est un discours de vérité. Très très fort sur abandonner ou pas, tout en sachant que tout est perdu et que t'as mal. C'est très fort. Et là, on découvre un boxeur à l'éloquence peu commune, vraiment peu commune, qui va lui servir aussi dans toute sa carrière. C'est-à-dire que, et en plus, il a un débit de parole qui est hallucinant. Il parle très très vite, alors en bon New-Yorkais d'ailleurs, hein, vraiment en bon New-Yorkais. et là, ça devient fascinant. Paulie Malignaggi devient fascinant par la parole. Mais ça, en fait, c'est ce genre de défaite, mais qui cristallise une carrière. Tu vois, parce qu'il a ça. C'est un grand moment de boxe perdu, mais c'est un grand moment de boxe dans un chaudron. Et c'est un revival de soirée boxe que déjà à l'époque on n'avait plus l'habitude de voir. Mais c'est énorme. Hein. Porto Rico, les Italiens, ce soir-là, c'est assez énorme. Ce 10 juin 2006, ça vaut quelque chose. On était en pleine Coupe du Monde, ils avaient joué là-dessus, il y avait des Mexicains, il y avait des Irlandais. Je me demande s'il n'y avait pas ou Andy Lee ou un autre Irlandais de l'époque qui était monté très haut, qui était en sous-carte. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est fortement possible. Donc, en fait, Paulie Malignaggi devient ce qui est très drôle à ce moment-là. En fait, c'est ça qui le fait apparaître au grand public. Boxe, évidemment. Donc, Paulie Malignaggi, c'est « Oh putain, c'est un warrior !» Tu sais. Donc, tu t'attends, tu sais, quand après tu te penches sur lui, tu t'attends à avoir un Arturo Gatti, tu vois. Ouais. On n'est pas du tout là-dessus. Mais c'est comme ça, tu vois. C'est comme ça. Donc, moi, ce qui m'étonne aussi, c'est que en fait, il lui fera peu de temps pour se remettre. Il y a tout le visage qui est pété, mais il revient en action quelques mois plus tard, hein, dès début 2007. Ouais. Et finalement, il va avoir... Alors, Paulie Malignaggi, est-ce que c'est un grand champion du monde? C'est toujours le problème de l'appellation champion du monde en boxe. Mais est-ce que c'est un title holder? Oui, ça le devient. Le titre IBF, il va l'avoir, regarde, contre Lovemore Ndou. Non, c'était contre Ndou, tu as raison. C'est contre Ndou. On est au Mohegan Sun, on est toujours sur la côte est américaine. Voilà. Et ben là, bien sûr que
contre Ndu. Il ne pourra jamais le knocker. Donc, il est obligé de le boxer. Et puis, c'était des mecs durs. Ndu, et puis on parlera d'Ngujo plus tard, c'était des mecs durs. Ouais. Donc, il fallait les boxer dans des combats toujours compliqués. Toujours, il se complique la tâche. Et donc, alors, est-ce que c'est une grande prise de titre? Non. Non. Mais est-ce que c'est sportivement un exploit? Oui. Moi, je dis oui. Sportivement, il faut revenir à la base. C'est l'effort physique. Et regarder ce combat, il va au bout de lui-même. Il va au bout de lui-même. Moi, je le trouve toujours très efficace avec son jab lors de ce combat, justement. Et en fait, pour moi, je suis pas tout à fait d'accord quand tu dis que c'est pas une grande prise de titre, parce que moi, je trouve qu'en fait, sur tout le long du combat, il a fait quasiment aucune erreur, en fait. C'est ça qui me fume, surtout face à Ndu. Et quand même, il peut pas le knocker, mais il le met sur les fesses quand même à un moment donné. Et ça, par contre, sur un contre en plus, sur un contre avec un cross, il me semble. Et quand tu vois le truc, tu te dis, mais attends, il y a Poli qui a foutu un knockdown, c'est pas arrivé depuis 10 ans, quoi, sans déconner. Enfin, ah non, à l'époque, ça faisait pas beaucoup de temps. Il avait eu. Ça faisait 2 ans. Ça faisait 2 ans. Ça faisait 2 ans, tu vois. Du coup, tu t'es dit, putain, mais ok, d'accord, il y a tout qui peut arriver. Et en fait, cette prise de titre, moi, je la trouve vraiment, vraiment convaincante. Il est vraiment efficace du début jusqu'à la fin. Je pense qu'il gagne quasiment tous les rounds. Hein. Il les gagne quasiment tous. Je crois qu'il y avait un juge qui avait rendu une scorecard de 120 ou je sais plus, une connerie dans le genre, c'est possible. À la boxe, il fait une prestation. Moi, je trouve, il fait une prestation physique excellente. Excellente. Et donc, titre IBF, title holder, ça devient tenant de titre. Avec vraiment ce X-facteur qu'il n'a pas dans ces petites catégories où la plupart frappent. Et c'est quand même des durs à cuire quand même qu'il a en face de lui. Donc, il est remis en selle. Pendant cette période-là, on parle encore peut-être d'un rematch contre Cotto, plus ou moins. Mais il va attendre, je crois que c'est le janvier 2000... Ça va être au début, janvier 2008, si je me trompe pas. 5 janvier 2008. Exactement. J'ai l'affiche. Et par contre, juste pour revenir sur le combat contre Ndu, après cette victoire contre Cherry et Ndu, il y a le Ring Magazine qui a décerné le comeback de l'année, en fait, à Poli. Voilà. Parce que tout y est dit. Tout est dit. Et de toute façon, même la fin du combat, tu sais, quand il tombe par terre, il pleure, et qu'il y a même Ludi Bella qui saute sur le ring et qui tombe aussi. Et là, tu sentais qu'il y avait une vraie cohésion. C'était vraiment un groupe d'Italo-Américains, tu sais, qui étaient ensemble et que cette victoire voulait dire vraiment beaucoup. Tu sais. Ils en chialent, quoi. Ils en chialent. Et effectivement, tu as raison. Et donc, première défense de titre, de ce titre IBF, contre un mec que je connaissais assez bien, Ngujo, parce qu'il était basé au Québec. Il était signé par Yvon Michel, et donc c'est une copromotion avec Yvon Michel. Ça se passe aux États-Unis, mais Ngujo était un mec qui était monté dans les rankings grâce au travail d'Yvon Michel. Notamment, il a une victoire sur qui? Sur un Français, Souleymane Mbaye. Alors, victoire controversée. Ça s'est passé sur ESPN, ça s'est passé dans un stade en plein air, le stade de tennis de Montréal. Et Ngujo avait eu la victoire par décision, ce qui lui avait donné l'opportunité pour ce titre. Tu vois, si Mbaye avait gagné, c'est certainement Mbaye qui aurait été contre Poli Maniaghi. Ça aurait été un beau combat de boxe d'ailleurs. Ngujo est là. Ngujo, c'était un peu comme Ndu, combattant dur au mal, qui avance et qui t'envoie des gros parpaings. Donc, pour Poli, il va falloir encore boxer. Poli est boxeur, sauf que je te dirais que par rapport à Ngujo fait sentir sa puissance. Et surtout, il y a un 7e round, si je me souviens bien. Oui, un 7e round où il rock, mais il rock comme il faut Poli. Poli, il est obligé de mettre la bicyclette, mais il a encore l'intelligence de le faire.
Poli a encore l'intelligence de le faire et de survivre. Donc c'est un round de survie, ce 7e round, mais l'ensemble du combat est quand même dominé par Poli. Encore une fois, à la boxe, ça peut pas être autrement, tu vois. Bah, c'est surtout ça. Et c'est une défense de titre complètement oubliée, mais c'est une défense de titre où il a fallu s'en sortir. C'est ça. Exactement, il y a eu de ça. Certes, il domine le début du combat, mais ce 7e round, franchement, il y avait des possibilités qu'il puisse y être arrêté. D'autres arbitres auraient arrêté le combat, je pense, au 7e. Et il survit à ce 7e, et en fait, il arrive à revenir lors du 8e et le 9e, et en fait, à accélérer pour pouvoir achever le combat et obtenir la décision. Hein. Mais c'est encore une fois une preuve de courage de Malignaggi, hein, pour moi. Le mec a un mental, il a une force mentale quand même que j'ai rarement vu quand même. Qu'on a rarement vu, je pense. Allez revoir ce 7e round. Allez revoir ce 7e round. Ouais. C'est d'une... Et effectivement, donc, comment dire, pour qui sait voir, Poli Malignaggi, notamment dans cette catégorie, devient une cible. Parce que tu te dis, dans tous les title holders, celui sur lequel j'ai plus de chance, ça sera Malignaggi. Donc, c'est difficile d'avoir une cible dans le dos plus grande que tous tes autres concurrents. C'est pas simple, c'est pas simple. Voilà. Alors, en fait, Poli, c'est quand même un nom de l'époque et tout ça. Et ce qu'il apporte, il apporte sa personnalité. On vous l'a dit, très éloquent. Pour un boxeur, il est extrêmement éloquent. Vraiment, vraiment. Et c'est aussi une fashion star, un poseur, mais d'un goût, mais c'est ignoble. Je veux dire, c'est comment dire, c'est guimauve, c'est criard. C'est un goût criard éternellement. Et que ça soit son goût pour la coupe des cheveux ou pour ses tenues vestimentaires qui sont hallucinantes. Elles font mal aux yeux. Moi, j'ai mal aux yeux en ce moment. J'ai mis ma casquette parce qu'avec la lumière, j'ai mal aux yeux. Mais regardez un combat de Poli Malignaggi, la plupart du temps, ça me fait mal aux yeux, son look. Et donc, on est sur cette année 2008. On arrive sur une grosse soirée boxe qui a eu lieu à Manchester, dans le stade de Manchester City, qui est nouveau à l'époque. Il est en sous-carte du retour de Ricky Hatton, le homecoming de Ricky Hatton après sa défaite contre Floyd Mayweather. Et déjà, ils en parlent. Déjà, Hatton, Poli Malignaggi, c'est dans les tuyaux. Mais alors, ce combat, il est hallucinant parce que Malignaggi est aussi, quand on étudie le cas Malignaggi, il le dira, au-delà du look, va se poser un problème pour Poli Malignaggi, c'est que il fait des changements d'entraîneur, mais il choisit le name de l'entraîneur, Buddy McGirt, parce que Malignaggi est un fan d'Arturo Gatti aussi, et donc il dit faut que McGirt soit mon entraîneur, comme il l'a été pour Arturo Gatti. Sauf que c'est pas parce que tu as un entraîneur de renom que la sauce prend. C'est compliqué, l'alchimie entre un entraîneur et un athlète. Et finalement, ça ne prend pas, et ça ne prend pas déjà à l'époque. Et il y a ça. Et en plus, il y a les goûts pour Poli qui veut avoir des dreads, lock, enfin, il veut avoir des tresses. Et regardez, il arrive sur le ring avec des... Et c'est des... Comment on appelle ça? Des ajouts? Des dreadlocks, ouais. Mais c'est des ajouts, hein. C'est des ajouts... des ajouts, des extensions, ouais. C'est des extensions comme les gonzesses et tout ça. Il arrive comme ça. Pour sa revanche contre Ndour. Contre Ndour, ouais. Au bout de quelques secondes sur le ring, il a les cheveux dans les yeux. C'est un bordel sans nom. Donc, vous avez j'allais dire ce film, mais ce combat est à voir parce que s'il est proprement hallucinant, c'est que entre les rounds, t'as McGirt et son équipe qui lui coupent ces putains d'extensions. Il finira comme ça, tu vois. Il finira comme ça. Mais enfin, c'est le truc le plus hallucinant que j'ai jamais vu. C'est bien pire que David Lemieux qui a sa mèche dans les yeux pour affronter Triple G. Ouais, le mec, il affronte Triple G, il est comme ça. Ah non, j'enlève ma mèche dans les yeux. Non, mais c'est ça, exactement. Le crâne avant de commencer, tu vois. Mais là, alors là, c'est le level de conneries
Tout ça parce qu'il faut adopter le look. Alors bon. Mais en plus, ils le font tardivement. En plus de Ils le font tardivement. Ils le font entre le 8e et le 9e round, justement, parce qu'ils voient que ça peut plus. Qu'il peut plus. Et t'as Poli, en plus, il est en souffrance et tout. Enfin, il est en train de se faire couper les cheveux sur le ring. Mais c'est un moment hallucinant. Et en plus, ça l'a clairement pas aidé parce que Ndoue, là, sur ce deuxième combat, ben, la décision va être beaucoup plus serrée. Il y a un juge qui rend 115-113, justement, en faveur de Poli. Mais ça l'a complètement. Ça a niqué le combat. Ça a niqué sa prestation, ce combat. Enfin, vraiment, c'est le truc. Enfin, ça a montré dans toute école de boxe. Le look, vous en prendrez soin plus tard. Hein. C'est pas très important. C'est pas la priorité. Il s'en sort, mais il s'en sort. Regarde, tu vois, là, c'est la photo quand il gagne, mais il s'en sort de ça, quoi. Je veux dire, c'est vraiment de ça. Ndoue était déjà très bien préparé pour cette revanche, déjà de base, mais cette putain de coiffure, quoi, plus jamais. Et de toute façon, tu le vois à la fin du combat, à l'interview d'après-combat, ils lui disent cette coiffure et tout, enfin ça vous a beaucoup gêné pendant ce combat. Il fait regardez, il est comme ça et tout. Il dit plus jamais comme ça, tu vois. Il est complètement soulagé d'en avoir terminé avec ça, quoi, tu vois. Il dit plus jamais les dreads, plus jamais, tu vois. Tu m'étonnes. Voilà. Oh là là, ah non mais exceptionnel. Avec Poli, on va se marrer et tout ça. Donc il s'en sort comme ça. Et donc il a ce gros fight qui était déjà dans les tuyaux, comme on vous explique, avec Hatton qui lui aussi va gagner son combat de retour au Manchester City Stadium, je crois que ça s'appelle. C'était ça. Pour un combat à Las Vegas. Et on vous rappelle, la mayonnaise ne prend pas. Et encore une fois, écoutez ce que Poli dit. Alors, est-ce qu'il y a une part de mauvaise foi dans ce qu'il dit? Bien sûr, tu sais. Mais il dit quand même des vérités. Et là, on a vraiment le prototype de cet adage que j'aime beaucoup. C'est avec ce combat que je vais mettre tout de suite, Hatton Komuniagi, qui a lieu au MJM à Las Vegas. C'est pas un pay-per-view, mais c'est un combat attendu. C'est que en boxe, si tu ne t'améliores pas, tu régresses. C'est ça. Il n'y a pas de stagnation en boxe. Ou un boxeur s'améliore toujours. S'il arrête de toujours s'améliorer chaque jour à l'entraînement, c'est qu'il régresse. C'est ça. C'est très très vrai. Et c'est ce qui se passe. Parce qu'en fait, physiquement, il est là. Il savait ce qu'il allait avoir dans la gueule, si je puis dire, Hatton. Et Hatton sort une prestation presque parfaite dans son registre. Vraiment dans son registre. Mais Poli, tous les petits éléments qui font qu'il pouvait avoir un avantage, c'est le coup d'œil, c'est le peps dans ses déplacements et dans ses coups, et tout ça, ça n'y est pas. C'est son timing. Tout n'y est pas. Le timing est un peu moins bon. Le peps dans les coups est un peu moins bon. Ça gicle moins bien. Efficace. Et il se fait secouer. Par un Hatton. Et Hatton, par cette prestation, arrivera à se revendre, mais comme il faut. N'oubliez pas, par cette prestation, on arrivera à Hatton Pacquiao. Souvenez-vous, parce que pour les plus jeunes qui nous écoutent, mais l'avant Hatton Pacquiao, il y en avait qui étaient pour Hatton, où on était sur du 50-50 fight à l'époque. Hein. C'est ça, exactement. Parce qu'il avait réussi à faire oublier le KO qu'il avait eu contre Mayweather, mais dont il était encore pas bien. Il n'en était pas vraiment sorti. Mais ça, on le savait pas. Sa prestation comme Alignagui est très dominante. Extrêmement dominante. Et il y a une autre image, je suis sûr que tu voudras en parler, qui est très forte, c'est que au bout d'un moment, l'arbitre, je crois que c'est vers le 10e, arrête le combat parce que ça n'a plus vraiment de sens. Non, c'est pas, ça se déroule pas comme ça. En fait, c'est Buddy McGirt qui jette. Oui, c'est vrai. T'as raison. T'inquiète, je te corrige, c'est pas grave. Non, mais t'as raison. Moi, je parle de mémoire, ça fait. Je me souviens que j'étais dans un hôtel de Ottawa et que j'étais resté à l'hôtel pour regarder le combat, mais je l'ai pas revu depuis. Et il y a cette image quand même parce que Buddy McGirt rentre dans le ring et Komuniagi est vraiment pas d'accord. Il le pousse comme ça, genre de désapprobation. Non, ça, voilà, c'est une image assez forte. Qu'est-ce que toi tu dirais de plus sur ce combat?
Je pense que tu as tout dit là-dessus, mais après, moi, ce qui me marque justement sur la fin de ce combat, c'est ce rejet en fait de Buddy McGear, où en fait il le pousse. Et ce qui transparaît vraiment chez Paulie, c'est ce côté vraiment fier, ce côté à vouloir aller jusqu'au bout à chaque fois, tu vois, qui là n'a pas pu y aller en fait tout simplement. Et tu sens une très très grande frustration chez Paulie, très très grande. Et je crois qu'après ce combat, de toute façon, son association avec Buddy s'arrête, il me semble. Ah oui, c'est bien ça. C'est fini. Donc c'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux, comme tu l'as dit, et en fait il a régressé. Et moi c'est ce qui me déçoit quand je le revois ce combat, c'est qu'il est beaucoup moins incisif. Mais tu sais que moi, enfin c'est parce qu'on discute ensemble, mais Paulie, c'est une victime de la mode de la boxe. Ouais. Paulie, c'est une victime de la mode de la boxe parce que il a été pris par, tu sais, je prends un entraîneur de renom parce que ça fait bien. Alors qu'il avait tout ce qu'il fallait déjà à New York. Voilà. Et d'ailleurs, le futur le prouvera. Le futur prouvera. Mais c'est vraiment, Paulie est aussi une victime de la mode, tu vois. Exactement. Peut-être l'entourage aussi qui était peut-être pas assez bon à l'époque, etc. Je ne sais pas. Je n'étais pas dans l'entourage de Paulie. Je crois qu'il écoutait que lui, hein, Paulie. Voilà. C'est possible aussi. C'est totalement possible. Voilà. Ouais. Mais donc, grosse défaite. C'est une grosse défaite parce que c'est vraiment Hatton apparaît extrêmement bon. Il est avec Floyd Mayweather senior aussi dans son coin, mais c'est une prestation presque parfaite de Hatton, vraiment. Mais il n'y a que du power shot. Hein. Il n'y a que du power shot du côté. Et puis il le secoue et il le fait reculer continuellement. C'est difficile. Il a que son courage, Paulie. Il a que son courage pour lui et il a absolument rien d'autre. Donc là, c'est un gros stop. Remise en question, on change, on revient avec un autre entraîneur et tout ça. Et en fait, va se passer une page qui, je pense, est complètement oubliée maintenant. Mais complètement oubliée. Mais avec Ndou, c'est peut-être l'autre grand duel de la carrière de Paulie Malignaggi. Et ça, en fait, c'est un retour, on n'y croyait pas. Parce que ce combat de retour, il était fait pour être perdu. Il le sera d'ailleurs. Mais je vais vous mettre une affiche. Mais tout le monde, j'ai l'impression que beaucoup ont oublié cette année 2009 de Paulie Malignaggi. Hein, Hatton Malignaggi, c'était novembre 2008, mais l'année 2009, on revient, on est en mai ou en juin, je ne sais plus. Mais contre qui? On l'oublie, mais contre Juan Diaz. Juan Diaz, à l'époque, je vous le dis, il faisait partie de l'élite des top, des pound for pound fighters en termes de noms qui étaient mis en avant. On a complètement oublié que Juan Diaz, c'était ça. J'en ai déjà parlé de Juan Diaz, pourquoi notamment aller revoir ma discussion en l'OFM de Juan Manuel Marquez. Parce que Diaz, au moment des faits, et ça a certainement aidé Malignaggi, mais Diaz, au moment des faits, sort d'un combat qui, à mes yeux, peut être un prétendant pour ces grands combats de l'histoire, ces combats du siècle. Juan Diaz contre Juan Manuel Marquez 1 est un combat hallucinant. Qui, d'une part, restera dans l'histoire et que vous pouvez mettre dans vos top listes des combats les plus fous jamais faits. Donc, Diaz, c'est un combat qui a été d'une dureté, il finit KO et tout. Donc, Diaz était éreinté par ça. Mais vous comprenez la logique du boxing business. Le mec est éreinté, qu'est-ce qu'on va lui mettre en face? On va lui mettre en face quelqu'un qui normalement ne pose pas de problème et qui ne le mettra jamais KO. Donc c'est pour ça qu'on a Paulie Malignaggi, il est appelé là. Et en plus il a appelé donc Juan Diaz. Oui, c'est clairement il n'est plus le même que le Diaz de 2007 ou oui, ou 2008. On est d'accord là-dessus. Mais c'est putain de boxeur. Et Paulie Malignaggi, c'est le mec sans punch, c'est le zéro punch. C'est le zéro risque. Tu sais, c'est le zéro risque. Pour un promoteur, c'est garanti, 100%, zéro risque. Donc, pour se remettre bien,
en plus en étant sur HBO, il n'y a pas mieux comme match-up. C'est un match-up très intelligent pour la part du clan Diaz. Sauf qu'est-ce qui va se passer? Alors, regardez l'accoutrement de Paulie. Il fait un hommage à Arturo Gatti qui vient de décéder à ce moment-là. Mais alors, le short mauve, noir, oh, dégueulasse. Mais dégueulasse. Oh là là. Mais c'est affreux. Et donc, avec les chaussettes montantes et tout, c'est dégueulasse. Mais ce qui va se passer, ce qui va se passer, c'est qu'on est chez Diaz, on est à Houston, hein, si je ne me trompe pas. On est au Texas. C'est que Malignaggi, ben, il va être bien dans sa boxe, et que ça va boxer, et que Malignaggi est en roue libre. Diaz n'est pas. Diaz est même agacé. Diaz n'y arrive pas, et Malignaggi se met en roue libre. Et il boxe, et voilà. Et la machine est lancée, il est dans son momentum, comme on dit, et ça va durer 12 rounds. Ça va durer 12 rounds. Mais honnêtement, c'est très plaisant à regarder. Vraiment, ces combats-là entre Diaz et Malignaggi, parce que, spoiler alerte, c'est pas le dernier, extrêmement plaisant à regarder. Très agréable. Et donc, ça va à la décision. Et puis, à la décision, qu'est-ce qui se passe? Il se fait enfler. La cartouche arrive. Et arrive enfin un moment extrêmement spectaculaire de Paulie. C'est l'interview d'après combat avec Max Kellerman, où Malignaggi, c'est iconique, avec son débit de parole à la Speedy Gonzalez, il dit tout. Ah, c'était votre scorecard à vous, HBO? Non, on vous avait gagnant. Ah bah oui, voilà, et tout. Mais de toute façon, le 117-110, on sait très bien qui c'est, hein, c'est Alemon. Et il lâche tout. Donc, pour tous ceux qui se posent la question des fameux 117-110, allez revoir cette interview. Paulie dit tout, même si plus tard, il fera du bisbille, il fera du business avec Alemon, au moment des faits, il lâche tout, parce que Diaz est un boxeur Alemon. À l'époque, on ne sait pas. Son advisor, c'est Alemon. Et il lâche tout. Allez revoir, tout est dit. Tout est dit. C'est iconique, ce passage. Il pète littéralement un plomb. Il le dit concrètement. Et c'est ultra frustrant pour lui aussi, une fois de plus, parce qu'en fait, c'est le mec, comme tu dis, qui était pris pour être perdant, mais en fait, il a tout déglingué ce soir-là. Bon, le mec a 0 punch, mais il a tout déglingué à la boxe. Le mec était parfait du début jusqu'à la fin, quasiment pas d'erreur. Et même moi, j'arrive pas à comprendre que Harold Lederman, il est donné un 115-113 pour Malignaggi. C'est pas 115-113 qu'il fallait sur ce combat, tu vois, c'était facile, un 116-111 pour moi, facilement. Très, très facilement, honnêtement. Très honnêtement. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, parce qu'avec le petit scandale qu'il arrive à faire, c'est que l'année 2009, le duel Diaz-Malignaggi sera des moments box de l'année 2009. Il y a bien sûr d'autres choses en 2009, mais il y a ça aussi. Et on arrive en novembre, et bis repetita, là, avec, à mes yeux, le seul look acceptable de Paulie Malignaggi. Il est aux couleurs italiennes, mais c'est acceptable. C'est regardable. C'est regardable. Disons que c'est Forza Italia x 1000, mais c'est acceptable. C'est acceptable. Et bis repetita, Diaz n'arrive pas, il n'est pas bien face à Malignaggi. Malignaggi est bien dans sa boxe, il est là, le coup d'œil est revenu, les mouvements, voilà, et le fameux timing, l'arme de Malignaggi, le fameux timing est folie absolue. Et là, on est sur une dinguerie. C'est quoi? Je sais plus à quel round, mais sur un contre en uppercut, il fallait le sortir, ce coup. Ouais. Paulie, il va rocker Diaz. Regarde, il est surpris lui-même. Il est comme ça. Ah ouais, je t'ai rocké, putain. Ah, c'est ouf. Ah, c'est le moment ouf du combat. Mais encore un combat ultra plaisant. Mais il est ultra surpris de lui-même, tu vois. Il est en mode, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait comme ça, tu vois. Il est vraiment en mode, waouh, comme ça, tu vois. Enfin, j'ai envie de te dire, ouais, The Magic Man, il était là ce soir-là. It's a kind of magic, j'ai envie de te dire. C'était incroyable.
Mais du coup, cette fois, ouais, par contre, il aura la décision pour lui, et dont 116 à 111, comme je disais sur le premier, bah, pareil, même score, tu vois. Enfin, moi, j'ai ce score. La prestation est presque un copier-coller du premier combat. Hein. C'est ça, hein, exactement. Hein. Mais de toute façon, j'ai l'impression que Juan Diaz, il sera plus jamais le même après tout ça, de toute façon. Après Marquez. Je suis d'accord. Le combat contre Marquez, qui est un combat, à mes yeux, c'est un des combats du siècle. Tu ne peux pas en sortir le même. Ça, c'était une évidence. Et la preuve qu'il sous-performe face à Miniagi, c'était une autre évidence. Et le rematch qui va arriver après entre Diaz et Marquez arrivera après ce combat. Et il aura encore ces moments où il va essayer, mais c'est la fin. C'est la fin pour Diaz, le Juan Diaz qu'on a connu. Baby Bull, n'oubliez pas. Tu vois, c'est des grands noms qui sont complètement oubliés. Hein, complètement oubliés. Donc c'est un grand. Honnêtement, moi à mes yeux, c'est le grand duel de la carrière de Paulie. C'est le grand duel. Et c'est bien de le remettre au goût du jour. C'est de la boxe. Hein. C'est de la boxe extrêmement intéressante. Donc Paulie, avec cette victoire-là, il revient. Mais pour être mis dans des match-ups où il sera le B-side. Et où il sera face à chaque fois des cadors. Mais il va continuer. Et va arriver à un match-up qui ne peut pas marcher pour Paulie Malignaggi. Quand on connaît la boxe, ça ne peut pas marcher, surtout à l'époque. C'est à New York. Alors, ils essayent de rentrer l'un l'autre dans la tête de chacun, notamment avec une petite échauffourée, petite émeute pendant le weigh-in, pendant la pesée. Ce combat arrive en 2010, hein, si je ne me trompe pas. C'est 2012. Non, t'as raison, c'est 2010. 2010, ouais, tu vois, c'est sur l'affiche. Ouais. Ça arrive à New York, dans le petit Madison Square Garden, le theater. Maintenant, ils l'appellent autrement, mais bref. Et donc, le public italo-américain est là. Mais Amir Khan, bon, c'est une fusée à l'époque, mais c'est une fusée aussi sur quoi? C'est le problème de ce match-up. Ça ne peut pas aller sur Paulie. C'est que Amir Khan, c'est toutes les qualités de Paulie, mais à son nec plus ultra au moment des faits. La vitesse, le mouvement, le zeste et le peps dans les coups, le coup d'œil. Et en gros, moi je trouve qu'il est dur à voir. Pourquoi il est dur à voir ce combat? Parce que c'est speed kills contre un mec qui normalement n'a que ça pour lui. Tu vois? Et c'est presque choquant. Et c'est là que tu vois Paulie, il a quand même, on est en 2010, sa carrière n'a pas été si simple que ça, parce que on voit bien que tous ces aspects où les potards, tu es obligé de mettre les potards à 11, pas à 10, mais à 11 pour Paulie, notamment sur la vitesse. Et là, il se fait doubler sur la vitesse. C'est vraiment le cas typique d'un combat où le mec se fait doubler sur toutes ses qualités. Sur tout ce qu'il sait faire, ouais, c'est ça. Et ça finit en arrêt de l'arbitre, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Quel round, je ne sais plus, honnêtement, mais ça se termine sur un arrêt d'arbitre. Mais tardivement, hein, je crois, vers le 9e ou le 11e, quelque chose dans le genre. Ouais, tu as tout dit là-dessus. Moi, je rajouterais sur l'aspect psychologique de Paulie, justement, en fait. Il accepte l'arrêt de l'arbitre parce que tu le vois, il est dépité. Il est complètement dépité, il est complètement dépassé par le truc. Et je pense que psychologiquement, ça a dû être très, très dur à encaisser le fait d'être battu sur son propre terrain, en fait. Il n'y a pas à dire, c'est quand même une masterclass de Amir Khan. Ce jour-là, il est vraiment au top, je trouve. C'était la meilleure période de Amir, honnêtement. Et de toute façon, Paulie, après, ça va être compliqué. Ça va être encore plus compliqué sa carrière après ça, justement, en fait. Ça va être compliqué, mais en étant dans le compliqué, ce qu'on peut dire, c'est que à la sortie de ce combat, le futur j'aurais jamais réussi à parier sur un futur avec autant de combats, de match-up quand même qui, pour des boxeurs du quotidien, nous ferait tous rêver. Et il a quand même été hyper intelligent, le Paulie. Et moi, ce que je trouve qui a été intelligent, c'est que malgré tout, il faut des moments rookies dans ta carrière. Et il faut une prise de risque. Alors, il aurait pu arrêter sa carrière déjà là, voilà, mais il va la continuer.
avec une grosse prise de risque, mais maximum risque, maximum reward, comme on dit. Et ce combat arrive en 2012, et vraiment, encore une fois, on n'aurait jamais parié sur le résultat de ce combat. Putain, c'est parce que Paulie Malignaggi va en Ukraine. Au moment des faits, il y a les incidents, il y a ces mouvements en Ukraine, il y a eu la guerre du Donbass et tout ça. Il est en plein dedans. Et donc, l'ambiance est extrêmement bizarre. Contre Senchenko. Senchenko qui a une ceinture. Alors déjà, à l'époque, les ceintures, qu'est-ce que ça vaut? Voilà. Mais il a un titre à aller chercher. Et Paulie Malignaggi, donc, vous comprenez, c'est un Américain qui ne sort normalement jamais des États-Unis. Jamais. Il finira par aller en Angleterre parce que ça le faisait kiffer, tu vois, mais bien plus tard. Mais voilà. Donc, et Senchenko, c'est comment ce match-up est fait pour monter un peu la sauce sur ce mec pour voir jusqu'où ça peut aller. Regardez l'affiche. Hein. Et ben, vous allez avoir dans le registre box dans lequel est Paulie, vous allez avoir un masterclass. Le mec Paulie, on n'aurait jamais pu le croire. Il va jongler ce gars. Senchenko, à la suite de ça, arrivera à finir Hatton qui essayait un retour. Ça vaut ce que ça vaut, mais quand même, il finit Hatton en Angleterre, à Manchester, par la suite. Donc, c'était pas non plus, c'était pas rien. Mais Paulie va le jongler, va le boxer, et chose folle, va l'arrêter chez lui en Ukraine. Et au 9e round, en plus, tardivement. Qu'est-ce qui se passe? C'est un grand, franchement, c'est son grand moment, quoi. C'est ça. Hein. Moi, je pense qu'il est allé en Ukraine aussi parce qu'en fait, il n'y avait plus trop de possibilités pour lui aux USA. Ça allait être très, très compliqué. Je pense que de toute façon, il était dans le creux de la vague complet après cette défaite contre Amir Khan. Et comme tu l'as dit, maximum risque, maximum reward, on va dire. Et ça a payé. Ça fait longtemps que j'ai pas revu ce match, mais moi j'en ai un souvenir où j'étais sur le cul. Mais vraiment sur le cul quand même d'avoir vu ça. Ah ouais. Il est magnifique. Il est magnifique sur cette affiche, je fais comme dire ça, avec ce putain de mulet. Avec sa bouille, il a des patates dans les joues et tout, c'est la bouille de Malignaggi, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est assez dingue. Ce truc-là, remis dans le contexte, c'est complètement dingue. C'est un truc complètement hallucinant de 2012. Et en prenant ce titre, Malignaggi se relance, mais complètement. Alors, en plus, on a oublié de dire, mais Walter White, cette catégorie qui n'est pas sa catégorie de départ, mais où il est bien. Et il se relance complètement pour, en fait, maximiser une fin de carrière qui nous paraissait impossible en 2010. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il revient en Angleterre et avec Alemon, en Angleterre, aux États-Unis, avec Alemon, il va fructifier avec beaucoup de match-up. Alors, intrinsèquement, qu'est-ce qu'étaient ces match-up? Ça peut être plus discutable, mais sauf qu'il y a de l'intérêt. La boxe, c'est aussi un business, c'est un entertainment business qui fait que s'il y a l'intérêt, voilà. Alors, va arriver une des affiches, tu le sais très bien, mais un des records d'audience de Showtime en 2013. Putain. Les gens n'ont oublié un record d'audience. Paulie Malignaggi contre Broner. On en a beaucoup parlé, j'en ai déjà beaucoup parlé. Le combat qui met la boxe dans un autre niveau, parce que Broner, trash talker, mais trash talker Paulie Malignaggi, c'est pas très intelligent, parce que Malignaggi, déjà, te répondra, mais sauf que lui, il peut faire, c'est un Fidel Castro. C'est-à-dire que c'est comme Fidel Castro, tu lui ouvres le micro, il peut te l'accaparer pendant 2 heures. C'est ça. Sans respirer, tu vois. donc, en fait, on est sur un summum de trash talk.
Alors, le mauvais goût y est, mais fortement. Avec en plus, comment, le côté un peu sordide, c'est d'impliquer une gonzesse connue des deux parties. Donc, les amis, comprenez, Gold Digger, Gold Digger, hein, je vous l'ai mis, hein, Gold Digger, elle est sympathique, Gold Digger. Bon, bref, ça restera dans l'histoire du mauvais goût complet, ce combat. Adrian Brunner, à l'époque, on se dit, est-ce la pépite absolue, il monte de catégorie, fait des yo-yo, il monte de catégorie en Walter là, et tout. Encore une fois, contre un mec qui n'a pas de punch. Et ce combat est un combat, mais criant de vérité sur le terme que Paulie, en fait, il peut rien faire. Ce combat, franchement, m'apparaît comme quelque part un peu ridicule. C'est-à-dire, on a l'impression d'avoir un gars qui s'active, tu sais, qui s'active, tout ça, mais donc ça n'a aucune efficience sur Adrian Brunner. Et d'un autre côté, Adrian Brunner est en mode, il n'est pas encore réveillé. Donc, en fait, il va attendre vraiment loin dans le combat pour être actif, pour avancer sur Paulie Malignaggi, pour lui, voilà. Mais sauf que Malignaggi a l'activité, mais il est là. C'est un combat en fait serré, mais je trouve, serré parce que Brunner est encore plus poseur que Malignaggi. Donc, c'est le mec qui est poseur. Brunner, il cherche pendant 7 rounds à mettre des claques à Malignaggi. Et comme ça, il veut lui donner un seul coup. Il veut lui donner à sa façon, tu sais. J'ai l'impression que c'est Kevin Hart qui veut lui donner. C'est hallucinant, ce combat est hallucinant. C'est totalement ça. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que justement, en fait, comme tu dis, Paulie, il est actif, mais en plus, il essaye de travailler au corps Brunner. Mais il y a un gros hic. T'as pas de punch, mec. T'as pas de punch. Tu vois, c'est ça le truc, en fait. Tu vois, enfin, en tout cas, t'as pas assez de punch pour pouvoir coucher à Adrian Brunner. Bref. Du coup, c'est complètement inefficace pendant tout le long du combat. Mais à l'activité, à la touche, pour moi, il remporte pas mal de rounds, quand même. Et Brunner, en fait, comme tu le dis, il est poseur, mais il est en pilotage automatique. Et je pense que s'il avait accéléré beaucoup plus tôt, l'issue de combat n'aurait pas été aussi serrée. Et même, je pense qu'il aurait pu essayer de dégoter l'arrêt contre Malignaggi, tu vois. Honnêtement. Ah non, mais les relax, hein, je pense qu'il savait qu'il avait la décision, il est relax. Et, voilà. Et d'ailleurs, ça montrait déjà beaucoup de Brunner à ce moment-là, parce que c'était... c'est pas une grande victoire. La prestation est plus que bizarre. Bon, ce qui est très spectaculaire, c'est les interviews d'après-combat. C'est spectaculaire. Dans l'histoire de la punchline, dans l'histoire du mauvais goût, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Voilà. Si vous avez un humour de sale gosse, c'est génial. C'est iconique. C'est complètement ça. Négatif. Négatif. I take this belt and this girl. Tu vois, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que vraiment, Brunner, tu vois qu'en fait, c'est vraiment un sale gosse. Parce que Paulie, en fait, lui montre beaucoup de respect avant l'interview d'après-combat et tout. Il salue, etc. Et l'autre derrière, il l'enfonce. Et j'étais comme ça, j'étais en mode putain, Adrien. Et c'est pour ça que Paulie va arriver, va sauter sur le micro. Hein, Don't brag about my side chick. Don't brag about my side chick. Tu vois, ça veut dire, te la raconte pas avec mon plan cul. Ouais, c'est ça, exactement, ouais, tout à fait. Ouais. C'est hallucinant, mais je veux dire, c'est passé en ondes. C'est là où Showtime a, pour moi, définitivement basculé dans la putasserie, tu sais. Mais complètement. Voilà, tu vois. En fait, ce qu'il y a, c'est le combat des sales gosses, mais c'est le combat de la télé-réalité, en fait, complètement, tu vois. Ah ouais. Mais ça va à 100% là-dedans, en fait. Ça va à 100% là-dedans. C'est le mauvais goût, c'est deux sales gosses qui s'affrontent. Enfin, je pense que ce qui est beaucoup plus mémorable, c'est ce qu'il y a autour du combat et pas le combat en lui-même, en fait. Et c'est ça qui est quand même assez terrible, parce qu'au final, c'est un combat qui va passer à la trappe, mine de rien, quand même. Enfin, concrètement, le casual ne connaît pas ce combat, en fait. Le casual ne connaît pas ce combat. Voilà. Ouais. Et dire que Brunner, à la suite de ça, prendra Maidana,
les voyants étaient au rouge en fait. Les voyants, les choses n'étaient pas bonnes parce que le différentiel qui s'est passé là était et ça le fera chuter. Et c'est ça. Tant mieux pour la morale, mais c'est, n'oubliez jamais, c'est un succès d'audience. C'est un succès d'audience. C'est combien de pay-per-view, tu t'en rappelles ou pas? Non, je crois pas que c'est en pay-per-view. Je crois pas qu'il était en pay-per-view, il était juste en traditionnel, en Showtime traditionnel, mais c'est un succès. Okay. Je crois qu'ils ont fait un énorme. Enfin, c'est la meilleure soirée Showtime non pay-per-view. Donc, Paulie est toujours là. Et puis, comment dire, il est devenu vétéran. Les problèmes indépassables de Paulie sont les mêmes. Et il y a toute une nouvelle génération qui est arrivée. Voilà. Alors, ce que je trouve excellent, c'est que la prestation de Paulie contre Broner apparaît comme une prestation sérieuse. Parce que, tu sais, il travaille au moins, tu vois, et je veux dire que physiquement, il est toujours là. Donc, on peut faire un match-up de vétérans proprement new-yorkais qui intéressera New York, avec une histoire, tu vois. C'est ça. Et c'est ça. Avec Zab Judah, vous savez que j'adore Zab Judah. J'adore Zab Judah. Et Malignaggi. Et on se dit, bon, bah, c'est pour peut-être un des derniers combats de l'un comme de l'autre, à New York, à Brooklyn, ça a beaucoup de sens. Ça fait partie de ces matchs qui ont beaucoup de sens. Ça aurait été peut-être mieux si ça avait eu lieu des années auparavant, tu vois. Si, je sais pas, en 2010, c'est arrivé, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus excitant à mes yeux. Mais le combat, alors Judah, lui, si je me trompe pas, sortait d'un combat hallucinant et assez crève-cœur contre Danny Garcia. Donc, tu sors pas de ça indemne. Donc, il y a ce combat. Les deux sont prêts. C'est un combat de vétérans. Mais ce qui va se passer, c'est que les petits aspects de Paulie, là où il peut mettre les curseurs à 11, ce soir-là, ils sont effectivement à 11. C'est-à-dire le timing. Il arrive à prendre Judah, regarde, au timing. Bien, voilà, ça boxe propre, ça boxe bien, et il est toujours premier. Il est toujours le premier, et Zab n'y est pas. Et finalement, ça devient un combat qui avance. Zab n'y est pas. Et on finit le combat avec un Paulie qui a dominé le combat et qui a, encore une fois, par rapport à son résumé, aura une grande victoire supplémentaire. Après, il faut noter que quand même Judah a réussi à connecter Paulie lors du second round. Il le fout au sol. Bon, je ne sais plus s'ils avaient été comptés comme c'est compté, mais c'est plutôt parce que le gant effleure le sol. Enfin, oui, c'est une glissade parce que les pieds, il s'en mêle les pieds aussi. Ouais, exactement. Ouais. Mais effectivement, Malignaggi, ce soir-là, il était une fois de plus au top. Tout était pour lui ce soir-là. Moi, du souvenir que j'ai de ce combat, c'est vraiment. Est-ce que je peux dire une masterclass? Je sais pas. Mais est-ce qu'on peut dire que c'était une très très bonne performance? Là, oui. Par contre, je pense que il a fait tout ce qu'il fallait faire et nickel. Une performance de vétéran à vétéran. C'est ça. Ce match-up ne peut se faire que parce que c'est des noms. Tu vois. Mais c'est quand même une performance de vétéran à vétéran. Et en tant que vétéran, Malignaggi a belle allure. Ce soir-là, a belle allure. Mais on est d'accord qu'il va vivre sa dernière grande soirée. Il y aura des petits combats aussi en sous-carte de PBC et tout ça, mais c'est sa dernière grande soirée, puisque ensuite, ça va être une accumulation de combats qui montrent le plafond que Paulie Malignaggi ne peut plus dépasser. C'est notamment, et c'était un très mauvais match-up pour lui, et ça rappelle son combat contre Ricky Hatton, c'est contre Porter. Où Porter, à la limite du dirty, il lui rentre dans la gueule, et Paulie ne peut juste pas absorber et dealer, si je puis dire, avec la physicalité de Porter, et c'est un combat ça ne prend que 4 rounds pour régler l'histoire. Complètement.
Complètement. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est Porter. En fait, bon, déjà, il avait été espoir, il me semble, ou en tout cas, il avait été sélectionné pour faire du football américain. À la base, c'est bien ça. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que Porter, lors de ce combat, le premier round est relativement tranquille et tu peux le donner encore à Poli sur le premier round, je te dirais. Et en fait, dès le deuxième, il enclenche la machine, la marche avant. Et à la physicalité, il le bouscule, Faut dire aussi ce qui est quand même, c'est que Porter, ce soir-là, avec la réhydratation, il pèse combien aussi? C'est ça la question. Parce que Porter, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un mec qui fait ses premiers matchs. Il est en poids moyen, il me semble bien. C'est bien ça. Le premier match, c'est en poids moyen. C'est en poids moyen. Donc en fait, il y a un gabarit il y a une différence de gabarit qui est évidente quand on regarde le combat. Et il se fait bouger comme jamais et il se fait knocker au 4e. Hein, et image crève-cœur parce que. Et violemment en plus. Hein. Enfin, mais violemment en plus. Hein, il n'y a pas eu trop de sentiments, on va dire. Quoi. Voilà. Et donc, malgré tout, grâce à son nom, ça ne sera pas fini. Il y aura un autre combat que je trouve qui est l'exemple type de un peu se vendre un peu comme de la viande. C'est le premier combat de Danny Garcia chez les Walter. Donc en gros, pour s'ajuster, encore une fois, Poli ne peut présenter aucun danger. Et Danny Garcia, il est tranquille. Regardez bien ce combat. Moi, je me souviens, c'était en plein après-midi. Moi, j'étais sur la côte ouest à l'époque. Je regarde en plein après-midi. Il y avait encore soleil et tout. Tu pouvais boire un cocktail et tu regardais ça. La soirée avait super bien commencé avec le premier round de Jacques Azumora. Mais après, il y avait Garcia Malignaggi et il peut rien faire. Garcia, il joue au chat et à la souris. C'est easy même. C'est easy. Malignaggi ne pouvait plus répondre. C'est vraiment pour moi la fin de carrière. Et d'ailleurs, on parle de fin de carrière à ce moment-là. Il en fera d'autres des petits combats, même en Angleterre. Mais la fin de carrière, c'est ça. Parce que c'est criant de vérité ce soir-là. Ouais, complètement. C'est criant de vérité. Alors, il a une image de. Il a une image de vétéran. Il est déjà dans les broadcasts. Il est déjà commentateur pour Showtime et tout ça. Et en fait, Poli, en gros, il est vétéran, il quitte plus ou moins la boxe, mais sans jamais la quitter. Et donc, en fait, sans jamais vraiment quitter le drama du microcosme boxe. Ce qui amènera en fait à ce drama qui ne frappe vraiment pas du bien à sa carrière. C'est en 2017. C'est tout le drama avec Conor McGregor. Complètement. Qui dévaluera profondément, moi, je trouve, le regard qu'on peut avoir sur lui. Déjà qu'on avait oublié son début de carrière, hein, déjà au moment des faits. Tu vois, au moment des faits, qui dirait « Ouais, mais Poli Malignaggi a eu des belles soirées par le passé. » On n'était pas là-dessus déjà. Tu vois, et je trouve qu'il n'a pas été du tout lucide. Il n'aurait jamais dû rentrer ou même aller voir, enfin faire ses fameux sparring, il aurait dû rester vraiment à distance. Et je trouve qu'il est assez responsable. Il a mis de l'eau au moulin du moulin Conor McGregor. Bon, ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé pour sa réputation où le Malignaggi, nous à l'époque, toi et moi, on l'appelait Paulette. Hein. On l'appelait Paulette. On n'en pouvait plus là. On n'en pouvait plus parce que c'est dommage de dévaluer complètement sa carrière en fait en faisant tout simplement la télé-réalité. Et en fait, ce que je trouve encore plus tragique là-dedans, c'est la vulgarité, ça a toujours été du côté de Malignaggi quand même, dans les vêtements, etc., dans l'accoutrement ou les coiffures, je dis pas. Mais là, en fait, il s'est monté vraiment vulgaire humainement parlant, je trouve. Et en plus, il y a eu cette fameuse vidéo de sparring qui a fuité avec Conor McGregor. Bon, les conditions, on les connaît pas. Moi, je pense que Poli, il était hors de forme. Et le Conor était beaucoup plus gros et massif que lui aussi, je pense. C'est ce qui a pas joué en sa faveur. Après, c'est un sparring. Mais tu sais, la vidéo complète, on l'a jamais vue hein, depuis. Hein. On l'a jamais vue. On a que tu la verras jamais. Hein, donc, tu la verras jamais. Mais on est complètement de la vulgarité. De toute façon, moi, j'ai une image de Conor qui est complètement un mec vulgaire, pour moi, honnêtement. Et en fait, c'est ce qui va l'amener à faire du bare knuckle boxing contre le partenaire de Conor, qui est Artem Lobov. Et c'est triste. Mais là encore, tu as envie de dire à Poli, mais
mais ne rentre pas là-dedans, ne rentre pas là-dedans. Et tant pis, mais après, tant pis. En fait, tu vois, il a encore dans sa tête l'énergie, la hargne de la vingtaine, mais c'est dommage qu'il soit resté dans ces histoires-là, c'est dommage, et ça le perdra d'ailleurs parce que il était la cible de certains à PBC qui voulaient se le faire, et il sera viré de Showtime pour un commentaire. Vous irez voir ce que vous en pensez. Voilà. Mais donc, Paulie Malignaggi est devenu ces dernières années, est devenu un personnage un peu trash, un personnage un peu polémique du monde de la boxe, en même temps que sa carrière était complètement oubliée. Complètement. Voilà. Alors, est-ce que c'est la plus grande des carrières? Bien sûr que non. Mais maintenant, voilà ma conclusion, c'est que avec les atouts qu'il avait, je trouve que Paulie Malignaggi, en termes de carrière, de boxeur professionnel, il a surperformé. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais dû vivre une carrière comme ça. Je suis désolé, mais la carrière de Paulie Malignaggi, elle ferait rêver, et toutes les soirées boxe qu'il a eues dans les décorums qui nous ont fait rêver, sur HBO contre des adversaires quand même. Gagner ou de perdre, c'est pas le problème, c'est de les avoir, ces combats. C'est ça. Il les a eu. Moi, je pense que combien de boxeurs professionnels signeraient tout de suite? Ouais. On te donne la carrière de Paulie Malignaggi. Tu signes ou pas? Je pense que la plupart qui réfléchissent encore correctement signeraient tout de suite. Tout de suite. Ouais. Et c'est en cela que c'est intéressant. C'est en cela que c'est intéressant. Et puis, et là, je vais encore plus loin, mais Malignaggi, quand tu n'as pas un punch, quand t'es pas béni du punch. Mais c'est un exemple, Paulie Malignaggi. Mais complètement. C'est un exemple. En fait moi, la métaphore que je donnerais, c'est un mec ordinaire, on va dire, qui n'a pas de punch, ouais. Qui n'a pas forcément tout pour lui, etc. Mais qui, par contre, à force je pense, de bosser, bon, je pense qu'il y avait eu quelques facilités naturelles aussi, par son gabarit, etc., qui lui ont permis, en fait, d'aller aussi haut et d'être à un aussi haut niveau avec ses skills, en fait, avec ses capacités. Et c'est ça qui est ouf. Genre, quand il donne son interview où il dit, quand il a commencé la boxe, qu'il prenait sanction sur sanction et que pourtant, il est retourné encore. Très beau speech, comme il peut aussi les faire. Tout à fait. Excellent speech. Tout à fait. Et pourquoi je fais ça? Puis le lendemain matin, il était de retour à la salle. C'est ça, exactement. Ouais. C'est le mec, peut-être lambda, je te dirais, qui en fait s'est pas découragé, qui a pas arrêté. Voilà, moi c'est ce que je retiens. Est-ce que je suis trop émotif ou ce genre de truc? Je ne sais pas. Mais être allé aussi haut dans cette carrière et avoir affronté des noms comme Cotto, Khan, Garcia ou Porter, il fallait le faire. Ou Judah aussi, il fallait le faire. Honnêtement. Ah oui, parce que c'est c'est le boxeur bon, mais pas impressionnant. Et donc, quand tu es bon et pas impressionnant, il y a des carrières qui tombent dans l'oubli. Mais c'est une carrière quand même extrêmement. Moi, ça m'aurait fait rêver de faire sa carrière. Je signerais tout de suite. Si le Devil nous écoute là, Clément, bon, ça a été un pur délire. Mais c'était plus que ça, ça a été extrêmement intéressant. On a quand même tapé 1h15 sur Paulie Malignaggi. Je pense qu'on est il n'y a personne qui peut vous le faire sur le YouTube Game à part nous. Non, il n'y a personne. Personne ne peut le faire. Est-ce que tu penses que c'est pas une victoire, mais une vidéo qui va être victorieuse et qui va cartonner? J'espère, j'aimerais bien. J'en suis pas convaincu, mais j'aimerais bien. Mais ça m'a fait plaisir. La discussion Paulie Malignaggi. Alors bon, c'est pas une discussion qui rentrera dans les Hall of Fame discussions, on est bien d'accord, mais c'est une discussion qui était extrêmement intéressante à remettre au bout du jour. Question toute simple, est-ce que pour toi, il mériterait d'être Hall of Fame, par exemple? Honnêtement, en 2 minutes, là, top chrono, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je te dis, si rapidement, je te dirais non, mais je dois avouer que la discussion est plus compliquée que cela.
Moi aussi, je trouve aussi. Je trouve que je veux dire, tu peux pas être dans un non catégorique et radical et non, c'est discutable. C'est discutable. C'est le fameux non, mais je lui reconnais ceci, cela, etc. Tu vois. Voilà. Bah écoute, Pirate Clément, merci encore. C'était un très très bon moment. On se rejoint bientôt sur la chaîne. Restez actifs. Alors, il faut que j'y pense, mais il faut le dire. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche pour avoir les notifications quand des vidéos comme ça arrivent. Hein, parce que il faut que je fasse une. Elles vont continuer à arriver, c'est ça le pire. Comme dirait Stéphane Edouard, c'est le moment de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Comme ça. Voilà. Bon, merci encore d'avoir été avec moi. Et puis, on se dit à bientôt pour d'autres aventures box, cinéma ou 80s. Ciao.